Corps à corps, corps à corps. Alors bon, l'état des finances de notre pays est au plus mal. Ça, j'aime bien commencer par ça. On enfonce des portes ouvertes. Il nous faut trouver 60 milliards d'économies l'année prochaine pour voter un budget dit viable. Parce que bon, même ça, c'est déjà... Voilà. Pour cela, il n'y a pas de mauvaise solution, en tout cas pour les sénateurs LR, qui ont voté mercredi dernier un amendement instaurant 7 heures de travail annuel non rémunérée. Cette mesure a un nom, elle a été baptisée, elle s'appelle « Contribution de solidarité par le travail ». C'est toujours plus sympa quand on lui donne un nom. Voilà, et elle aide à financer la sécurité sociale. C'est ce qui est annoncé, puisqu'elle est censée rapporter 2,5 milliards d'euros par an. Voilà. Et puis alors en plus, pour certains sénateurs, ça ne va pas encore assez loin. Je vous propose d'écouter le sénateur centriste Michel Canevet qui s'exprimait au Sénat le 20 novembre dernier. On écoute Michel Canevet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous venons de l'évoquer assez longuement. La situation de l'hébergement et de l'accueil des personnes âgées dans notre pays est suffisamment difficile pour nécessiter de mobiliser des moyens tout à fait importants. Et je crois que la proposition qui vient d'être formulée par la rapporteure générale, elle est intéressante, mais ne me semble pas suffisante, en particulier pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes affrontés. Et donc, je pense qu'il faut que l'on aille plus loin. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et donc, la proposition d'amendement que je porte ici est une proposition qui vise à apporter des réponses non seulement pour l'année qui vient, mais également pour les 2 ou 3 années qui vont survenir. Et donc, je propose de porter le temps de travail à 1625 heures au lieu de 1607 heures aujourd'hui. Et je vous assure que ça ne suffira pas. Il faudra donc apporter d'autres réponses encore. Voilà, donc on dépasse les 7 heures de travail annuel non rémunéré, on passerait à 18 heures de travail gratuit, donc non rémunéré par an. Ça, c'est la proposition de Michel Canevet qui dit même qu'on devra aller plus loin. Bon, et puis il y a eu d'autres attaques contre nos acquis sociaux, on peut les appeler comme ça. Mi-octobre, des parlementaires souhaitaient la suppression d'un 2e jour férié, outre le lundi de Pentecôte qui a déjà été transformé en jour de solidarité travaillée. Et ça, c'était notre ministre du Budget, notamment Laurent Saint-Martin, qui avait expliqué que cela fait partie des débats qu'on aura au Parlement. Je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer à l'effort de redressement va dans le bon sens, donc très bien. On risque également de sucrer un nouveau jour férié. D'ailleurs, Jean-François Copé en avait parlé le 11 novembre, on l'écoute. Il n'y a jamais de bons jours fériés à supprimer. On connaît tout ça par cœur, et pour avoir été ministre du Budget, je peux témoigner. Je me souviens encore du débat sur la suppression du jour de Pentecôte que nous avons courageusement fait avec Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. La réalité, c'est que il n'y a jamais de bonnes économies. Personne ne les supporte. Regardez le débat absurde entre nous sur la suppression du jour de carence pour la fonction publique, alors que le privé n'en bénéficie pas. Voilà, donc il n'y a jamais de bon jour et donc on va pouvoir le faire. En gros, c'est à peu près la morale de l'histoire de Jean-François Copé. Alors donc, on l'a compris, jour férié travaillé, travail gratuit au nom de la solidarité. On a une multiplication des attaques contre un principe de juste rétribution du travail ou de jours de repos officialisés pour compenser les erreurs des gouvernements. Alors comment l'expliquer et est-ce normal ? Eh bien, on pose la question à mes 2 invités, Joseph Touvenel, Guy de Lafortelle. Bonjour Joseph Touvenel. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Président du Studium Capital Social et ancien vice-président de la CFTC. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le Studium Capital Social ? Le Studium Capital Social, c'est un petit groupe de personnes qui ont tous une expérience en entreprise, des syndicalistes, chefs d'entreprise, indépendants, qui prennent un sujet, qui le travaillent et qui essayent de dire, les grandes lignes. C'est ça, parce qu'on trouve que dans le domaine économique social, il y a 2 grandes écoles. Vous avez les marxistes, le capital c'est mauvais, c'est pas beau, ça nous exploite. Et vous avez les ultra-libéraux, tous à genoux devant le veau d'or. Oui. Et peut-être qu'il y a d'autres choses à dire qui sont beaucoup plus concrètes, mais on va le voir ce matin avec cette idée qui est à la fois injuste et stupide, développée par les sénateurs et très bien développée par Jean-François Copé, qui effectivement, il y a quelques années, nous a dit qu'on supprime le lundi de Pentecôte. Il n'a pas dû suivre l'actualité, puisque 1 an après, la même majorité qui avait supprimé le caractère férié du lundi de Pentecôte remettait ce caractère férié dans la loi. Il ne doit pas très bien suivre l'actualité, Jean-François Copé. Non, peut-être qu'il fait autre chose, je ne sais pas moi. Guy de Lafortelle, bonjour. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous, fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume, en plus d'être cofondateur de Toxin, évidemment, chroniqueur et financier. Alors, je me tourne d'abord peut-être vers vous, Guy de Lafortelle, pour ce sujet aussi. De quoi ces dernières attaques sont-elles le nom ? Déjà, on sent que c'est sauf qui peut, on s'attaque là où on peut, mais pour des petites mises en plus.
Non, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on est simplement en train d'augmenter une taxe, une contribution solidarité, parce que dans les faits, ce qui va se passer, c'est que vous faites passer une contribution solidarité de 0,3% à 0,6% sur la feuille de paye. Et comme vous voulez, c'est une espèce de totem du gouvernement de se dire il ne faut pas augmenter le coût du travail. Ben, plutôt que de simplement assumer qu'on fait une augmentation du coût du travail par ce prélèvement en plus, on vous explique que vous allez travailler davantage. Sauf que derrière, là, vous avez des gentils sénateurs qui ont probablement pas beaucoup travaillé en entreprise dans leur vie, qui sont en train de décider ça. Il faut encore que ça passe les commissions paritaires, oui. Il faut encore que ça, c'est pas encore là, mais moi j'aimerais bien savoir comment dans une usine où vous avez toutes vos rotations qui sont faites, on va vous rajouter 7 heures de travail dans l'année. Enfin, je veux dire, s'il y a un côté totalement inapplicable où tous les gens qui sont au forfait jour, qui ont un contrat de travail qui est pas en heure, comment ça se fait pour eux? Enfin, le truc était est pas applicable ou de manière stupide. Ça vous rajoute 2 milliards dans les caisses, un peu plus, un peu moins, alors qu'on en a 60 à aller trouver. C'est ça. On est c'est même pas efficace, quoi. Ça de quoi agacer et c'est même pas efficace. C'est vraiment la mouche du cheval, là, du cocher. Et je voudrais terminer sur le fait qu'on s'attaque à un mauvais problème qui est, parce que ça, c'est notre ministre des Finances, Antoine Armand, a fait une grande campagne au début, à l'automne, en disant qu'il fallait travailler plus en France. Dans l'absolu, je suis assez d'accord, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que lui, il trouve que les gens qui travaillent pas assez, et du coup, comme on peut pas se dire, on peut pas casser les 35 heures et passer aux 37, 38, 39 heures. Donc, on essaye de faire des jours fériés, on essaye de faire des petites, des bêtiseries comme ça, qui sont pas du tout à la hauteur de quoi que ce soit, pour faire passer un peu le symbole qu'il faut qu'on travaille plus. Sauf que le truc le plus bizarre, c'est que quand on se compare avec d'autres pays, comme l'Allemagne ou la Suisse qui va quand même vachement mieux que nous. En moyenne, un salarié français travaille pas tellement moins qu'un salarié suisse. Donc, a priori, le problème est pas là. Il y a 2 grosses différences sur les structures du travail entre la France et la Suisse. Je prends toujours de la Suisse en exemple, parce que la Suisse est un pays fonctionnel. Et les Suisses ont plein de défauts, mais pas celui-là. C'est que en Suisse, il y a beaucoup plus. La raison pour laquelle le nombre d'heures travaillées est à peu près le même, c'est qu'en Suisse, vous avez un temps plein qui est à 42 heures, sauf que vous avez beaucoup plus de travail partiel, de temps partiel. En France, on a très peu de temps partiel. Et probablement que c'est une bonne chose, notamment pour le travail féminin ou en tout cas qu'il puisse y avoir un membre dans les familles qui puisse travailler un peu moins pour s'occuper des enfants, peu importe que ce soit une femme ou un homme. Et ça, on n'a pas ça en France, ce qui fait que vous avez des gens qui pourraient probablement travailler plus qui ne le font pas, et des gens qui pourraient pour le coup travailler moins et qui en revanche sont sur des temps pleins. Donc on a ce premier problème-là. Et le deuxième problème, c'est qu'on est simplement pas assez nombreux à travailler en France, oui. C'est l'immense majorité. Et donc plutôt que de vouloir faire travailler davantage ceux qui bossent, ça serait bien d'essayer de trouver, de faire travailler ceux qui ne travaillent pas en France aujourd'hui. Sauf que le problème de ce truc-là, c'est que si vous voulez pouvoir donner des emplois à ceux qui ne travaillent pas, il faut que les emplois soient sur le territoire. Et que pour que les emplois soient sur les territoires, il faut s'assurer qu'ils soient là. Et donc, il faut éviter que les usines délocalisent à l'étranger. Oui. Il faut éviter que le travail parte à l'étranger. Et là, vous avez le tabou des frontières. Et ça, comme on n'a pas le droit d'y toucher, on se rabat sur les pauvres trucs qu'on peut faire, c'est-à-dire faire travailler un peu plus ceux dont on n'a pas encore réussi à délocaliser le travail. Donc, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. On met sous pression les seuls qui peuvent encore travailler, en gros. Ouais, et puis on s'attaque pas au problème. C'est encore une fois, c'est un pansement sur une jambe de bois, c'est rigolo, on en parle ce matin. C'est même pas rigolo. Ça sert à rien. Oui. Joseph Soudenel, dites pas que notre sujet sert à rien, merci Guy de Lafertelle. Joseph Soudenel, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Guy de Lafertelle ? Je suis globalement d'accord avec lui. J'ai commencé en disant que la mesure était injuste et stupide. Pourquoi injuste ? En France, on a quelque chose qui est du bon sens, qui est de dire tout travail mérite salaire. Oui. Alors, effectivement, il y a des pays qui nous ont donné un exemple contraire, les pays les plus modernes. Je pense à l'ex-URSS qui avait décrété la journée du parti, c'est-à-dire que chaque citoyen soviétique devait donner une journée de travail gratuit au Parti communiste. Eh bien, on est en train de le recréer, c'est quand même assez superbe d'avoir cette idée. Pourtant, c'est pas toujours d'autres modèles. C'est pour ça que c'est injuste. Ça vient d'être dit, il y a toute la masse de ceux qui ne travaillent pas. D'ailleurs, imaginez les 2000 salariés des 2 usines Michelin qui vont fermer, qui entendent que la solution, c'est de les faire travailler 7 heures de plus. Mais eux, ils voudraient conserver leur boulot, simplement. Bien sûr.
quand on veut mettre le feu au lac, on fait exactement ce que font ces gens du Sénat qui sont vraiment loin de la réalité. Et puis, c'est stupide. Alors d'abord, ce sont des libéraux qui ont lancé ça, c'est très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils proposent ? Le doublement d'une taxe sur les salaires. Parce que c'est ça, ça a été dit, et on le voit pas assez. C'est d'autant plus stupide que le système, il y a une taxe, chacun peut le voir sur sa fiche de paye, tous les mois, il y a un prélèvement aujourd'hui de 0,3%. Ils veulent porter ce prélèvement à 0,6%. C'est-à-dire qu'ils doublent une taxe. Donc c'est le coût du travail qui augmente en fait. Et comment il la justifie ? En disant, mais il y a une journée où vous ne serez pas payé. D'accord ? Un prélèvement sur la masse salariale. Quand je ne suis pas payé, j'ai 0. Vous mettez une taxe sur 0, 0,3 ou 0,6%, multiplié par 0, ça fait toujours 0. C'est-à-dire que les seules journées qui ne rapportent rien à la protection sociale, ce sont justement les journées où on ne paye pas les salariés. Ils n'ont même pas compris ça. Ils mettent une taxe, je le répète, c'est une taxe sur la masse salariale. Si la masse salariale ne bouge pas, votre taxe, c'est 0. 0,3 ou 0,6 de 0, c'est toujours 0. Ces gens-là sont non seulement contre la valeur travail, parce que quand ils veulent peut-être faire les deux. Ils augmentent la taxe sur le reste mais c'est des pas jours. ce qu'ils ont prévu. Hein. Oui. Je suis désolé. C'est clair. Ils nous disent une journée de travail sans être rémunéré, et ça passe la taxe à 0,6%. 0,6 de 0, c'est toujours 0. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est carrément indécent, calcul mathématique basique. Les mêmes vont nous dire, et là ils ont raison, il faut revaloriser la valeur travail et revaloriser le travail. Oui. Comment je revalorise la valeur travail quand je dis aux gens, vous travaillez pour rien ? C'est exactement le contraire. Et s'ils veulent régler nos problèmes, qu'ils aient le courage de s'attaquer à des dépenses indues et aux fraudes. En matière sociale, les fraudes, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Et quand on a un récipient où l'eau s'échappe par des trous, il y a deux solutions. Ou je rajoute en permanence de l'eau, c'est ce qu'ils font. C'est le moins courageux et c'est stupide parce que dans la durée, on ne règle pas le problème. En mettant sous pression les robinets déjà bien... Absolument. Ou je m'attaque aux trous et je bouge petit à petit. Alors c'est plus difficile, c'est plus courageux. Par exemple, si on regardait, je prends la cave, j'ai été administrateur de la cave de Paris. Comment on fait les contrôles dans les cités où ne rentrent pas la police, les pompiers, les gendarmes ? Il y a 0 contrôle. Et ce sont des lieux où ça magouille un maximum, où l'argent public est déversé. Là, il y a des zones d'économie. Et les Français, on ne peut pas leur demander à celui qui travaille, tous ceux que j'ai vus dans l'horaire ce matin à 5h30 du matin qui vont au boulot, on ne peut pas leur demander à ces gens-là des efforts supplémentaires quand ceux qui ne font rien parce qu'ils ne veulent rien faire, on ne leur demande rien, que les sénateurs commencent à s'occuper de toute la fraude sociale et on verra pour le reste après. Ce sont des dizaines et dizaines de milliards. Vous savez comme moi que beaucoup de gens, tiens, vous regardez nos amis algériens, la dictature algérienne, combien de personnes en Algérie ont dépassé théoriquement les 100 ans et continuent à toucher un certain nombre de choses, d'aide sociale de la France. C'est ce que développe d'ailleurs Charles Prats. Et il a entièrement raison là-dessus. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Pourquoi ? Parce que c'est injuste d'abord. Et la deuxième raison, parce qu'il y en a assez de s'attaquer aux travailleurs français. Alors, je voudrais juste vous garder encore sur ce sujet. Vous dites finalement, on attaque ceux qui travaillent et pas ceux qui ne font rien. Ceux qui ne font rien... Qui ne font rien volontairement. Voilà, exactement. Je voulais revenir là-dessus. Ceux qui ne font rien volontairement, vous avez parlé des fraudes sociales, très bien. Ceux qui ne font rien involontairement, qui sont au chômage malgré eux. Est-ce que on a entendu Guy de Lafortelle en parler du tabou des frontières. Est-ce que vous pouvez réagir à ça, s'il vous plaît ? Il a raison. En fait, on nous amuse sur un certain nombre de choses. Le fond du problème, c'est qu'on s'est mis dans une compétition, dans la mondialisation. C'est ni bien ni mal, c'est ce que nous en faisons. Mais je ne peux pas jouer le même match si je n'ai pas les mêmes règles. Bien sûr. Et nous subissons une concurrence déloyale, frontale, en matière sociale, environnementale et fiscale. Évidemment, on ne peut pas tenir. C'est aussi simple que ça. Alors que nos élites ne le comprennent pas, c'est très inquiétant. Et on est en train d'en mourir. Si demain, je gagne le loto et que j'ai envie d'ouvrir une usine de lessive parce que je suis passionné par la lessive, je l'ouvre où ? Je l'ouvre en France ou je l'ouvre dans un pays où j'aurai quasiment pas de fiscalité, pas de règles sociales et pas de règles environnementales. C'est aussi simple que ça. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, alors qu'on pourrait le régler, je rappelle que l'Europe, c'est normalement la première puissance financière au monde par rapport aux autres grandes puissances. C'est chez nous
que c'est nous qui achetons les produits des autres. Alors, ça nous donne normalement une force. Allons juste un tout petit peu plus loin. Vous dites que les élites sont aveugles. Est-ce qu'elles sont aveugles ou est-ce qu'elles ne veulent pas voir? Est-ce qu'elles savent et qu'elles servent d'autres intérêts que ceux de la France? Il y a tout. Il y a l'aveuglement, la compromission, le je m'en foutisme, la mondialisation heureuse, parce que vous comprenez s'il y a un problème. Je suis allé à New York et à Manhattan récemment et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà. Alors ces gens-là, ils sont hors sol. C'était Jacques Attali là que vous Alain Main, que je pas. Ils sont hors sol, mais c'est eux qui nous dirigent. Quand on voit Michel Barnier, il est plutôt sympathique. Oui, Michel Barnier, plutôt, d'abord, il est poli, il présente bien, etc. Oui. Mais c'est le même qui est en train de nous expliquer qu'il faut absolument faire quelque chose pour nos agriculteurs qui sont en train de mourir ou pour nos usines qui ferment, qui a pris les mauvaises décisions à Bruxelles. C'est un peu difficile de joindre les deux. Il faudrait, mon petit Michel, que tu aies réfléchi avant de prendre des décisions qui ouvraient la porte. On est en train de tuer notre industrie automobile. Pas que la nôtre. Vous demandez aux Italiens, aux Allemands, etc. On est en train de tuer l'Europe industrielle. Michel Barnier, on est grandement responsable avec tous ses amis quand même. Il faudrait qu'il ne l'oublie pas. Oui. On tue notre agriculture pour les mêmes raisons. Eh bien là, on est en train de rajouter encore une charge sur le dos des Français en doublant une taxe sur les salaires. Guy de Lafortelle, pareil, même question, élite aveugle ou volontairement ne veulent pas régler les vrais problèmes? Aveugle, non. Enfin, je sais pas si elles sont aveugles, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a des gens derrière qui ne le sont pas. On connaît très bien effectivement la collusion avec les intérêts américains qui s'est développée particulièrement après 2008. On a aujourd'hui en Europe, particulièrement en France, une laisse financière qui est que l'euro est une espèce de monnaie zombie qui ne tient que par le soutien du dollar et des Américains, et que ce soutien n'est pas gratuit, et que si on regarde un petit peu l'histoire des relations entre la France, l'Europe et les États-Unis, on a un comportement qui change au début des années 2000. Pour la France, le fait de rejoindre l'OTAN, toute la politique de Sarkozy a été catastrophique pour ça. Aujourd'hui, on ne peut plus répondre dans le jeu un petit peu de guerre commerciale américaine. On ne peut plus répondre parce qu'ils nous tiennent par la monnaie, entre autres. Et donc, on a vraiment perdu énormément de notre souveraineté après la crise de 2008. Qui fait que le personnel politique, malheureusement, est tenu par des intérêts supérieurs, que, évidemment, le bon personnel politique est chassé parce qu'il y a un moment quand vous pouvez rien faire, quand vous avez tendance à jeter un peu l'éponge. Et la dernière chose, c'est que il y a un autre sujet qui a tendance à... C'est que vous avez le sujet de l'inflation. Comme vous vous rendez bien compte que la population se paupérise, vous essayez de masquer ça par des prix qui baissent et par, si possible, un coût de la vie qui augmente pas trop. Et ça se fait comment? Ça se fait par un recours massif aux importations. Donc, encore une fois, c'est des pansements sur des jambes de bois, c'est des manières de cacher la misère. Voilà, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait plus d'autonomie financière, monétaire même pour dire, et qu'il y ait cette espèce d'obsession sur les prix, et dernièrement, vous avez tout simplement Bruxelles, cette espèce d'idéologie bruxelloise qui est que le libre-échange, c'est un espèce de summum, il n'y a rien de supérieur à ça, qui est quelque chose qui était rigolo dans les années 90, qui n'a plus aucun sens aujourd'hui et depuis fort longtemps. Vous avez un petit peu faut pas oublier que nos parlementaires, ils ont au-dessus d'eux ils ont au-dessus d'eux la Commission européenne, et que les marges de manœuvre aujourd'hui, si on prétend faire de la politique en s'intégrant dans les traités et en évitant de faire des gros doigts d'honneur et en disant nous on va bien faire ce qu'on fait et puis d'aller au conflit, d'aller à la confrontation et d'aller là où ça fait mal. De toute manière, ils peuvent rien faire, que ce soit consciemment, inconsciemment. J'espère presque pour eux que c'est inconscient. Oui. Joseph Touvenel, tout à l'heure vous avez dit on a tendance à voir les choses Marx d'un côté, le veau d'or du libéralisme de l'autre, et on n'arrive pas à voir la nuance. Là, je remarque qu'ils se rejoignent assez bien d'ailleurs. Regardez ce que sont devenues les élites communistes des anciens pays de l'Est. Ils sont très bien reconvertis dans l'hypercapitalisme. Oui. C'est-à-dire que le matérialisme est mortifère.
Intéressant, mais justement, je voulais vous demander comment vous expliquez que là, c'est la droite, les LR qui. Parce que vous considérez que les LR, c'est la droite. Oui, non, mais voilà, bon. Officiellement, c'est pour ça que je les LR précise. Aujourd'hui, je vais répondre. Non, mais c'est marrant parce que les communistes n'ont pas voté, et les sénateurs communistes n'ont pas voté cette proposition. Oui, parce que les sénateurs communistes ont quand même réalisé que c'était un coup de plus sur ceux qui travaillaient. Oui. Mais les LR, aujourd'hui, il y a des gens tout à fait respectables au LR. Je pense à François-Xavier Bellamy, mais vous avez un Xavier Bertrand. Je rappelle que Xavier Bertrand, c'est un de ceux qui a permis à des LFI d'être élus en disant c'est très bien. Voilà, donc le LR, il n'y a plus rien. Il y a tout, il y a... Il y a tout, il n'y a pas rien. Il y a tout, il y a n'importe quoi. Mais sur le sujet, par exemple, quand on va dire oui, mais il faut faire des économies, mais moi je vais en proposer très rapidement. Alors, je vais vous prendre un exemple qui est tout à fait choquant. Ce qu'on appelait le minimum vieillesse. Aujourd'hui, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Vous avez 65 ans. Vous n'avez pas de revenus. Vous arrivez en France. Vous pouvez prouver que vous résidez 9 mois sur le territoire national. Et vous pouvez toucher 1012 € par mois. On vous donne sauf, on va me dire, ah mais non, pas du tout. Pas du tout. Il faut avoir 10 ans de présence sur le territoire national. Oui, ça c'est la règle, mais il y a des exceptions. Alors je vais vous donner quelques exceptions. Être réfugié, être apatride, être membre de l'espace économique européen. Ah oui, c'est-à-dire que c'est pas que l'UE, c'est par exemple nos abris britanniques. Et puis il y a une liste de pays à qui on ne demande pas, on leur demande juste d'être 9 mois sur notre territoire si on a plus de 65 ans pour toucher 1012 € par mois. Eh bien, la Suisse, par exemple. C'est pas vraiment les Suisses qui viennent nous plomber. Je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Mais c'est rigolo de voir Non, mais être réfugié, en revanche, ça ouvre de grandes portes. Être réfugié, mais sans être réfugié, si je suis de nationalité algérienne, béninoise, capverdienne, congolaise, malienne, marocaine, monégasque, tiens, c'est rigolo, sénégalaise, turque, etc., je ne vous les fais pas tous, alors il n'y a pas besoin d'avoir été 10 ans sur le territoire national. J'arrive, je prouve que je réside depuis 9 mois et que je suis régulièrement sur le territoire national, je touche 1012 € par mois. Non, mais vous rigolez, là, c'est ce qu'on Non, je rigole pas, ce sont les textes. C'est-à-dire que nous, les personnes âgées qui n'ont pas assez pour vivre... Ah si, ils ont le droit. La personne âgée française qui n'a pas assez pour vivre, elle a droit. 65 ans, j'ai pas de revenus, j'ai le droit à 1012. Si j'ai 500 € de revenus, j'aurai le droit à 500 € 12. Mais pour un Français qui a cotisé toute sa vie ou une partie de sa vie, ok. Mais vous voyez la pompe aspirante. Je suis algérien ou algérienne, j'ai 65 ans révolus, je m'installe en France, je démontre que je suis... Pour un temps et je retourne l'été... Alors ça, oui, parce que les vérifications... Oui, j'ai le droit de retourner puisqu'il faut que je réside 9 mois. D'ailleurs, qui va vérifier que c'est vraiment 9 mois et que je n'y suis pas que 6 mois de l'année? Oui, alors il y a quand même des justificatifs. Oui, téléphone, bien sûr, les justificatifs demandés au gouvernement algérien, vous voyez la valeur de ce cas, et je ne rentre même pas dans les faux papiers, etc. Pour moi, c'est scandaleux. Bien sûr. C'est scandaleux parce que si on avait les moyens, d'accord, si on veut faire des économies, eh bien, il faut supprimer toutes ces dérogations. Comment je l'ai appris, ça? Je l'ai appris parce que j'ai une épouse enseignante qui a vu arriver des familles chinoises. J'ai rien contre les Chinois. Qui ont dit, on fait venir notre grand-mère parce que on va toucher... Comment ça? Vous faites venir votre grand-mère de Chine et vous allez toucher quelque chose? Oui, parce qu'on va avoir le statut de réfugié et donc elle va toucher, à l'époque, l'allocation vieillesse. Réfugié quoi? Politique? Oui, réfugié, statut de réfugié. C'est les textes. On ne nous dit pas politique ou quoi que ce soit, statut de réfugié. Et donc, vous avez le statut de réfugié, vous avez au-delà de 65 ans, 1012 €. Eh bien, c'est absolument anormal si on veut faire des économies. Bien sûr. Et je pense particulièrement à l'Algérie qui nous crache à la figure tous les matins. Enfin, voilà, c'est à la fois... C'est absolument injuste. Ça coûte cher. Et vous l'avez dit, on a des personnes en France... Celui qui aura travaillé toute sa vie au salaire minimum, combien il va toucher en retraite? Justement, oui, c'est pour ça qu'il y a une... C'est là où il y a une grande injustice. Donc, si les sénateurs veulent travailler sur les injustices et faire des économies, qui s'intéressent à ce problème, et puis le lendemain, qui s'intéressent à l'AME, vous savez, cette aide, la gratuité des soins qui est donnée à une condition, il faut que je sois un étranger en situation irrégulière. Oui. C'est-à-dire que si je suis étranger en situation irrégulier, c'est bon. irrégulière, j'ai des soins gratuits que n'ont pas les Français qui cotisent ou même les étrangers qui travaillent qui cotisent. Oui, là il y a quand même des enquêtes qui montrent qu'on a même des ambassadeurs ou des personnes des élites de certains pays qui viennent et qui profitent de l'AME.
S'ils sont déclarés en irrégulier. Ambassadeur, je ne suis pas sûr. Non, peut-être pas ambassadeur, mais on a des études qui prouvent qu'il y a vraiment des arrivages de... Ah oui, mais la règle, c'est quoi? La règle, c'est être en séjour irrégulier. C'est-à-dire qu'un délinquant, parce que si je suis en séjour irrégulier, c'est un acte de délinquance. Je ne respecte pas la loi française. Oui. Vous ne respectez pas la loi française, on vous donne des avantages supérieurs aux Français et aux étrangers qui respectent notre loi. Oui, c'est une aberration. Oui, mais c'est exactement le même principe que la nouvelle, quand ils voulaient légaliser les immigrés irréguliers pour le travail, dans les métiers à tension. Oui. C'est exactement le même principe. Vous êtes arrivé de manière irrégulière. Bravo, on vous félicite, on vous donne. Et les métiers, qu'est-ce qui se passe, les métiers à tension? Oui, il y en a. Ben, ça veut dire qu'il faut améliorer les conditions de travail et les salaires. Sinon, c'est la baisse. C'est ce qu'a fait l'automobile pendant des années, dans les années 70-80. Ils ont fait venir beaucoup d'étrangers. Eux ne sont pas responsables, les étrangers. Ceux qui ont été responsables, c'est les grandes entreprises automobiles. Et d'ailleurs, ça nous a plombés, puisque au lieu d'investir dans les machines, et au lieu, comme ont fait les Allemands, on s'est plombé pendant plusieurs années. Peugeot a failli disparaître, parce qu'on a préféré faire venir de la main-d'œuvre étrangère, plutôt que de jouer sur les nouvelles technologies. Donc on voit très bien qu'à un moment donné, faire venir de la main-d'œuvre étrangère, surtout dans une époque où on nous dit que l'intelligence artificielle va se développer et supprimer des milliers et des milliers d'emplois, et on continue à nous dire qu'il faut faire venir du monde d'ailleurs, mais on est chez les fous. Ça a provoqué tout ça de très fortes tensions pour les Français qui comprennent ce qui se passe tout de même, qui voient qu'à chaque fois, c'est toujours eux qui vont travailler plus pour gagner moins. C'est quand même un drôle de principe. Est-ce qu'on n'est pas quand même à l'aube d'une révolte populaire, Guy de Lafortelle ? Sans doute, j'en sais rien. À mon avis, ça passera par la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le personnel politique, on n'a plus les structures politiques, on n'a plus les superstructures, là je pense au Conseil constitutionnel, qui permettent de traiter quoi que ce soit de l'intérieur. Je regardais là juste à l'instant parce qu'on parlait de fraude sociale, et c'est passionnant, mais rien que sur la question du grand âge, qui est celle sur laquelle on est au départ, parce que ça fait ces 7 heures par jour, c'est pour financer le grand âge. Il y a une enquête de Maxime Rennenaï pour le Média qui date déjà d'il y a quelques années, dans laquelle il avait montré que DomusVi, donc troisième groupe d'EHPAD en France, avait réussi à envoyer plus de 100 millions d'euros dans des paradis fiscaux à Jersey, et ça c'est sur de l'argent public. Donc si vous voulez, même les groupes d'EHPAD qu'on est censé aider, aujourd'hui sont détenus par des grands fonds. On parle ici de Mubadala, on parle d'AXA, on parle de... donc en plus c'est lié au Qatar. Donc c'est une espèce d'immenses fonds financiarisés qui se servent sur la bête. C'est-à-dire que ce que disait, c'est qu'on a aujourd'hui des trous absolument partout, et plutôt que de boucher les trous, on est en train de rajouter de l'eau, et puis donc il y a ceux qui ont le droit à la bouffe gratuite et ceux qui ont le droit de travailler plus. Donc effectivement, ça mène vers de la révolte populaire. Maintenant, le problème des révoltes populaires, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut prédire. C'est un moment, ça déborde, on ne sait pas pourquoi, c'est généralement pas pour les raisons les plus rationnelles, et c'est pas donc ça va probablement finir comme ça. Ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que généralement la première réaction d'un gouvernement qui veut éviter ça, c'est d'aller essayer de sortir ce genre de mauvaise humeur vers l'extérieur, et ça, il n'y a rien de mieux que de partir en guerre et d'essayer d'aller remobiliser tout le monde avec un grand ennemi extérieur. Donc oui, ça va probablement arriver, on ne peut pas prédire. Est-ce qu'on regarde aujourd'hui la révolte des agriculteurs ? Est-ce qu'elle va aller plus loin que celle de l'année dernière? Est-ce qu'on va réellement réussir à faire un blocage? Faut jamais oublier que l'Union soviétique, on voit bien qu'aujourd'hui, on en prend des caractéristiques, on l'a vu encore ce matin, on est dans un système qui était totalement défaillant au bout de 3 ans d'existence, ça a tenu 70 ans. On peut tenir très longtemps comme ça, on peut tenir très, très, très longtemps. Et moi, je suis pas certain qu'aujourd'hui, en France, on soit arrivé au point de rupture. Ce dont je suis certain, c'est que personne ne peut répondre à cette question-là. Mais oui. Cette espèce de grand soir, moi, je sais, ce que moi j'observe avec vous sur Toxin,
En tout cas, c'est qu'il y a ce sentiment, il y a une volonté de grand soir en France. Est-ce qu'elle va se matérialiser? J'en sais rien, mais dans nos audiences, dans ce que nous on voit, il y a une espèce de volonté de renverser la table, de foutre le feu partout, qui est en train de monter, qui est en train d'accélérer. Rien que là, en 2 ans, un an et demi depuis qu'on a commencé cette aventure, ça monte. Il y a cette volonté de destruction et qui, moi, me fait pas particulièrement plaisir. Je la condamne pas parce que c'est un moment, c'est-à-dire que c'est une colère. C'est une colère qui est exprimée. Oui. Mais il faut faire attention à ce que ça va donner, quoi. Bien sûr. Et ça, on l'observe, ça. Joseph Toundel, même question finalement, parce que là, c'est toujours les mêmes qui sont pressurisés. Alors oui, finalement, à chaque fois, on a l'impression qu'ils récupèrent, ils contiennent encore la colère en faisant des petits cadeaux à gauche, à droite, mais qui ne sont que des faux cadeaux finalement, parce que finalement, tout le monde finit par payer plus, travailler plus, être plus malheureux, avec moins de services publics. Est-ce que vous considérez, vous, que de toute façon, si ça continue comme ça, la seule solution, finalement, ou la seule voie qui s'ouvre à la France, au peuple français, c'est cette révolte? J'espère que non. À la fois, je comprends la colère qui gronde. Je ne peux pas dire si ça va exploser demain ou après-demain, mais plus ça va, plus on a des risques d'explosion. Ce que je sais, c'est que dans ces cas-là, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Là, LFI qui cherche le chaos serait ravi, avec l'aide des banlieues. Et derrière, rappelez-vous, 1789, ce que ça a donné derrière, la terreur. Moi, je ne souhaite pas que mon pays soit à feu et à sang, et que cette loi du plus fort s'impose. La loi de la rue, c'est pas la loi du plus juste. Et il y a une grande responsabilité de notre classe politique dans les événements qui se produisent, parce que la révolte paysanne, je la comprends, la révolte des gilets jaunes, vous savez, les vrais gilets jaunes, ceux des ronds-points, pas les gauchistes, pas les black blocs qui sont allés derrière, qui ont été mis en avant d'ailleurs par une grande partie de nos médias. Exactement. On peut comprendre cette révolte populaire. Quand on augmente, quand on dit aux gens, vous allez travailler plus, c'est aussi, sans être payé, on ne réalise pas qu'il y a des charges pour ceux qui vont travailler. Par exemple, quand je suis en province, que je dois prendre ma voiture pour aller travailler, c'est de l'argent perdu. Je dois payer de l'essence, c'est de l'argent perdu. Si je dois faire garder mes enfants et que je ne suis pas rémunéré, mais tout ça, c'est très loin de nos élites, parce que eux, ils sont bien au-dessus. Moi, je me rappelle cette femme... ils sont au-dessus, ils sont exemptés par l'abonnement en plus, hein, je précise. Oui, alors ce que j'aimerais bien aussi, c'est que, vous avez raison de le souligner, puisque ça vient du Sénat, bien déjà que le Sénat se mette sur le même système de retraite que les salariés du privé. Ça serait un acte de justice. Il n'y a pas de raison que les sénateurs aient une retraite différente de celle des salariés du privé. Même système, même cotisation, même durée. Alors on va me dire, oui, mais les sénateurs, ils peuvent perdre leur poste au Sénat. Oui, un salarié, il peut perdre son boulot. Hein. Les gars, les filles, tous les jours, allez-y, mettez-vous dans la vie réelle. Et peut-être qu'ensuite, vous réagissez différemment. Mais en tout cas, je ne souhaite absolument pas la révolution dans la rue. La révolution, derrière, c'est généralement la dictature. Je sais que certains le souhaitent idéologiquement. Pour ma part, non. Oui, mais alors, quelle est pour vous, Joseph Toundel, la solution aujourd'hui dans le système politiquement bloqué comme on le voit aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on ne voit pas non plus la place de l'opposition. On ne voit pas de véritables propositions pour avancer dans le bon sens du côté du gouvernement. Et un peuple de plus en plus en colère. Où est la porte de sortie? Alors, il faut se mettre dans la durée, à chacun de faire son boulot. C'est ce que vous faites en donnant une information sur laquelle on peut débattre, on a une information libre. Je note avec satisfaction que l'information libre a tendance aujourd'hui à se développer malgré les bâtons dans les roues. On met, je pense par exemple à CNews qui fait un travail extraordinaire, même si la nomenclature en place, via l'ARCOM, fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, s'il y a la bonne information, peut-être que le citoyen va se réveiller et c'est aux citoyens de se prendre en charge. Moi, je crois à la fois au destin collectif d'une nation, encore faut-il avoir l'idée de la nation, et au destin individuel de chacun, à nous de nous prendre en charge et de faire avancer les choses, améliorer les choses dans le but du bien commun. C'est comme ça qu'on fait évoluer une société. On se prend en charge comment, là, vous voulez dire, c'est quoi le... Et on s'engage. Ah oui. On s'engage en politique, on s'engage dans les syndicats. Quand on critique les syndicats en disant Sud, la CGT, etc., mais c'est un outil, le syndicalisme. Saisissons-nous de cet outil. Si je ne le prends pas, il ne sert à rien. Il peut détruire la société aussi, cet outil, comme tout outil, si on s'en sert mal. Mais si on s'en sert bien, on fait avancer les choses. Et quand je dis syndicalisme, je m'adresse aux syndicalistes salariés, mais aux syndicalistes patronales aussi. On peut construire, on doit construire de belles choses en France. On le fait d'ailleurs, en partie, mais on n'en parle jamais.
Et c'est donc à chacun d'avoir une action citoyenne, de s'engager dans la cité. C'est ça la vie de la cité, hein, la citoyenneté. C'est partager et s'engager dans la vie de la cité. Oui, mais ça demande de sortir un peu de ses égoïsmes et d'arrêter de dire c'est la faute aux autres. Guy de Lafortelle, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, alors je suis d'accord avec ça. Je suis malheureusement un peu plus pessimiste. C'est-à-dire que comme vous, Monsieur Touvenel, la violence de la rue me déplaît. Je pense qu'on l'évitera pas. Je vois pas d'autre issue aujourd'hui. Historiquement, c'est généralement comme ça que le genre de situation dans laquelle on est finit. J'espère me tromper. J'espère que vous vous trompez aussi, mais vous ne trompez malheureusement peut-être pas. En tout cas, merci beaucoup Joseph Touvenel, Guy de Lafortelle. Joseph Touvenel, je rappelle que vous êtes président du Studium Capital Social et ancien vice-président de la CFTC. Guy de Lafortelle, chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information, l'investisseur en costume et cofondateur de Tocsin. Tocsin qui est encore le premier média sur YouTube ce matin à notre créneau d'horaire. Nous sommes 7500 en instantané, évidemment. Je ne parle pas des chiffres cumulés qui sont beaucoup plus importants. Et France 24 qui était un peu notre challenger à nous. Ils sont 6400 aujourd'hui, vous voyez, on les dépasse largement. Mais on va continuer. Mettez des pouces, des cœurs, likez et aidez ces médias comme nous sur Tocsin qui ne sommes pas portés par des grands oligarques, qui ne sommes pas portés par des gouvernements. Donc n'hésitez pas à nous aider tout de suite maintenant sur toxin-media.fr.